Salut à tous, comme vous l'avez compris dans le titre, je suis passé à l'hybride. J'ai lâché mon D850 pour le Z7 II, un choix difficile mais je ne regrette en rien. Le D850 est pour moi l'un des meilleurs réflexes que Nikon ait conçu, or il a maintenant quelques années. Le matériel évolue sans cesse et de nouvelles fonctions très intéressantes ont vu le jour. J'ai choisi le Z7 II car c'est l'équivalent direct du D850 mais avec de nombreux avantages très appréciables. Pour commencer, on parle là d'un boîtier haut de gamme qui s'adresse aux pros comme aux amateurs. C'est un boîtier passe-partout, très polyvalent, qui renferme de nombreuses technologies. Je l'utilise principalement pour de la photo de paysage, mais également en animalier. C'est d'ailleurs en grosse partie la photo et vidéo en nature qui m'ont fait basculer vers l'hybride. Vous comprendrez très vite pourquoi dans la suite de cette vidéo. Il est également très bon en macrophotographie, grâce à sa fonction de décalage de mise au point, qu'on appelle également le focus stacking. On y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples. Le Z7 II, tout comme le D850, sont des boîtiers plein format. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, il s'agit d'un appareil photo avec un gros capteur. Ça a ses inconvénients et ses avantages. Ils sont souvent plus chers, prennent plus facilement la poussière au changement d'objectif et n'ont pas de facteur de conversion. Mais en contrepartie, ils offrent une meilleure définition d'image, même à résolution identique. Une meilleure gestion du bruit ISO, un viseur généralement plus grand, une plage dynamique plus élevée et de plus jolis flous d'arrière-plan qu'un APS-C. Le Z7 II a une résolution de 45 millions de pixels, contrairement à son petit frère le Z6 II, ce qui permet de cropper dans l'image sans perdre de détails et de faire des impressions en grand format malgré un recadrage important en post-production. Prenons l'exemple de ce vautour fauve, la photo d'origine sans le recadrage à gauche et la photo après recadrage à droite. Comme vous pouvez le voir, les détails sont toujours aussi saisissants, et ça même si on zoome dans l'image. Vu que je fais de la photo animalière, c'était un critère très important pour moi. J'ai tout de suite accroché sur son ergonomie. Il a une bonne poignée, un bon grip qui le rend agréable. On sent tout de suite une conception de qualité. Les boutons sont bien positionnés et permettent le contrôle à une seule main, contrairement au D850 qui avait des boutons de chaque côté de l'écran. En revanche, ils sont beaucoup moins espacés et donc un peu moins pratiques en période hivernale quand on utilise des gants. Sur la face avant, on retrouve nos deux boutons qui permettent l'ajout de raccourcis très utiles. Dans mon exemple, je m'en sers beaucoup pour la photo animalière, ce qui me permet de passer de FX à DX et de bénéficier du facteur de conversion d'un APS-C. Et tout ça en moins d'une seconde. Quel que soit l'objectif choisi, il multipliera ma focale par 1,5. Pour mon cas présent, mon 600 mm devient un 900. Il faut tout de même garder à l'esprit que la résolution passe de 45 millions de pixels à 20 millions. Les hybrides ont l'avantage d'afficher la vue DX en direct dans l'œilleton, ce qui offre plus de précision, contrairement au réflexe qui le simule par l'apparition de bandes noires sans diminuer la distance de vision. Pour le second bouton, je m'en sers pour changer la manière dont l'appareil mesure la lumière. Vous l'aurez compris, ces boutons permettent une multitude de possibilités, en fonction de vos besoins ou de votre utilisation. On retrouve ici notre bouton ISO ainsi que celui de l'exposition. Leurs emplacements sont très bien choisis, ils permettent des réglages rapides sans pour autant rentrer dans les menus ou quitter l'œil de notre sujet. Si vous me connaissez déjà au travers de mes pages, vous savez que je fais principalement de la photo animalière et beaucoup de randonnées. L'un comme l'autre, je suis souvent confronté à la poussière, la neige, le froid et l'humidité. La tropicalisation était donc pour moi un critère très important. Attention en revanche d'y coupler des objectifs qui le sont également. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur mes pages. J'ai deux comptes Insta, un dédié à l'animalier et l'autre au paysage et la randonnée. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook, les liens seront en description de vidéo. Pour moi, il n'y a aucun changement au niveau de l'écran, c'est un moniteur de grande taille qui fait 3,2 pouces. Le tactile est fiable, on se rapproche vraiment de l'ergonomie d'un smartphone. Vous pouvez faire glisser, slider, zoomer à deux doigts, c'est vraiment très agréable. Et tout comme sur mon D850, il est inclinable à 170 degrés, ce qui est très appréciable pour les plans proches du sol ou en hauteur. En revanche, j'aurais aimé l'ajout d'une charnière permettant une vision face caméra. En plus des deux boutons sur la face avant, on retrouve ici un menu rapide. Il est entièrement personnalisable. Il permet un accès aux réglages courants, avec la possibilité de mettre des raccourcis différents entre la prise de vue vidéo et photo. Au niveau des menus, ils sont très bien construits. La traduction française est cohérente, tout est bien classé et simple d'utilisation. On n'est pas confronté à une multitude de sous-menus pour configurer son appareil photo. De plus, on retrouve un assistant intégré à l'appareil. Il est représenté par un point d'interrogation et permet l'explication de certaines fonctions en cas de besoin ou d'incompréhension. On a là un plein format qui fait seulement 700 grammes, c'est l'un des avantages d'être passé à l'hybride. Ça me change de mon D850 qui quant à lui pesait 1 kg. A noter qu'on gagne généralement du poids et de l'encombrement sur les objectifs de monture Z. Pour vous donner une idée, sur mon D850 avec un 24-70, j'étais à 2,1 kg, contre l'équivalent sur mon Z avec un poids total de seulement 1,2 kg.
C'est quand même un gain de 800 grammes. Croyez-moi, vous saurez les apprécier sur des marches de plusieurs heures, surtout si comme moi vous utilisez des accroches de type capture. Contrairement au Z6 et au Z7 version 1, on retrouve un double emplacement de carte mémoire, avec un slot pour les cartes SD habituelles, mais également un logement pour les cartes XQD, qui offre un gain de performance en rafale. Le Z7 II est équipé d'un viseur électronique à haute définition de 3,6 millions de pixels. Il offre une vue fluide et ininterrompue. Si comme moi c'est votre premier hybride et que l'idée de regarder dans un écran vous effraie, sortez-vous tout de suite cette mauvaise idée de la tête. La vision est très agréable, ça surprend les premières heures d'utilisation, mais je vous assure qu'au bout d'une semaine, on oublie totalement qu'on regarde dans un écran. Ça apporte une multitude de possibilités visualisables dans l'œilleton, comme l'utilisation du focus picking, de filmer sans passer par l'écran, l'accès au menu, la visualisation des photos, de faire un live view, d'afficher l'histogramme, bref, toutes ces choses-là n'étaient matériellement pas possibles sur un viseur traditionnel. Donc gardez à l'esprit que tout ce qui est possible en visée écran l'est également en visée œilleton sur un hybride. Contrairement à un réflexe, il est possible de faire sa mise au point en bordure de l'œilleton. Le point fort de l'hybride, c'est d'avoir un aperçu direct de l'exposition dans l'œilleton, chose qui n'était pas possible sur un réflexe également. Vous n'avez pas encore appuyé sur le déclencheur que vous savez déjà comment sera exposée votre photo finale. Doté de 493 points d'autofocus, le Z7 II est précis, la mise au point est fiable et accroche bien le sujet, d'autant plus que de nouvelles fonctions ont été apportées, comme la détection des yeux pour les humains, mais aussi les animaux. Le peu que j'ai pu essayer était très prometteur. Du point de vue vidéo, les objectifs en monture Z permettent de réaliser des basculements de mise au point très doux. La vitesse et la sensibilité sont entièrement paramétrables. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la mise au point entre le point A et le point B se fait tout en douceur. C'est donc fini les balayages désagréables comme j'ai pu avoir sur mes objectifs en monture F. Un autre point très intéressant, c'est qu'elle est également entièrement silencieuse. Vous n'entendez donc aucun bruit désagréable de focus dans vos enregistrements. Un critère très important pour moi, sachant que je fais de la photo animalière. Les animaux sortent souvent très tôt le matin ou tard le soir. Je suis donc souvent confronté à un manque de lumière. Le Z7 II tout comme le D850 sont plutôt bons dans la montée en ISO, bien que j'ai remarqué une performance légèrement plus élevée sur le Z. Du côté vidéo, il tourne en 4K à 60 images par seconde, contrairement au D850 qui n'en proposait que 30 sur ce même format. Les images sont de grande qualité, la plage dynamique est élevée, ce qui permet des vidéos en HDR, avec également la possibilité de faire des ralentis à 120 images par seconde en HD. Le Z7 II est équipé d'une double stabilisation, une numérique et logicielle, c'est-à-dire qu'elle rogne dans l'image pour atténuer les tremblements ou mouvements indésirables, mais également une stabilisation matérielle, par le capteur photo sur 5 axes. Ça permet de faire de belles vidéos à main levée sur des objectifs standards, ainsi que sur des téléobjectifs de longue focale si vous utilisez une tête pendulaire. Le D850 n'avait qu'une stabilisation numérique. Les batteries ont été améliorées avec une autonomie plus élevée, mais aussi la possibilité de les charger directement dans l'appareil en USB-C. C'est très pratique si vous l'utilisez beaucoup en vidéo ou sur des longues pauses nocturnes. Il est aussi possible de les charger par le biais d'une batterie externe. Du point de vue logiciel, tout est bien réglé d'usine pour permettre des économies d'énergie quand c'est nécessaire. Avec la venue des hybrides, il est possible d'activer le mode silencieux, qui lui, contrairement à un réflexe, est réellement silencieux à 100%, que ce soit à l'œilleton ou en visée écran. Une fonction très utile si vous photographiez dans des lieux cultes, musées ou en photographie animalière lors d'affûts à faible distance. Grâce à ces deux processeurs X-Speed intégrés, le Z7 II bénéficie d'une cadence de prise de vue allant jusqu'à 10 images par seconde, avec la possibilité de photographier jusqu'à 200 images sans interruption au format JPEG ou 77 images au format RAW. C'est énorme et tout ça sans aucun bruit de déclenchement, ce qui est pas mal si vous recherchez des rafales en toute discrétion. Le Z7 II intègre de nombreuses fonctions très utiles, comme l'intervallomètre qui vous permet de régler et programmer des déclenchements comme bon vous semble. La fonction de timelapse automatique qui, elle, empile elle-même vos photos sans passer par un logiciel de montage. Le bracketing d'images, le focus picking. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, elle permet d'avoir une surbrillance de couleurs sur les parties nettes de l'image quand on utilise la mise au point en manuel. Je m'en sers beaucoup en vidéo pour plus de précision, par exemple quand le sujet se trouve derrière des branches ou que l'appareil a du mal à faire la mise au point, mais aussi en macrophotographie pour être sûr de la zone de netteté, ou alors lors de conditions de lumière difficiles. On a aussi la possibilité de faire du focus stacking, autrement dit des photos avec des décalages de mise au point. Je m'en sers beaucoup en macrophotographie pour augmenter ma zone de netteté. Je ne rentre pas plus dans le sujet, j'ai déjà fait un tuto dédié que vous pouvez retrouver sur ma chaîne.
Il est compatible SnapBridge, ce qui permet de connecter l'appareil à son smartphone, pour faire des prises de vue à distance et même télécharger vos photos en direct sans passer par un ordinateur. C'est aussi pas mal si vous n'avez pas de télécommande à distance ou pour faire des autoportraits. Le Z7 II a tout d'un grand, il m'apporte à ce jour entière satisfaction, et les points négatifs sont peu nombreux. Les seuls défauts pour mon utilisation que j'ai relevés à ce jour sont l'absence du rétroéclairage des touches et l'obligation de passer par une bague FTZ le temps de renouveler son parc optique. Notez qu'il faut être très vigilant sur le changement de vos objectifs. Sur un hybride, le capteur n'est pas protégé par un miroir et aussi très proche de la monture. Il y a donc plus de chances d'y laisser des poussières se déposer dessus. J'attends maintenant la sortie du 200-600 prévu en monture Z pour cette année 2021. Il viendra remplacer mon actuel 150-600 G2 de la marque Tamron. Je pense que vous l'avez compris, le Z7 II m'apporte bien plus de choses à mon utilisation que j'en perds avec mon ancien réflexe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu en aider certains d'entre vous et pourquoi pas même vous faire changer d'avis sur le monde de l'hybride. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes pages et je vous dis à très bientôt.